On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la première question que je voudrais te poser à toi, Tom. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de prendre ton poste du coup chez Deezer et quelles sont assez globalement tes missions en ce moment chez Deezer? Yes. Bon, déjà, je vais faire une petite aparté pour dire bonjour à tout le monde. Bien sûr. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, moi, comme parcours universitaire, c'est une licence de psychologie que j'ai ensuite complétée avec un master de psychologie cognitive. Donc, concrètement, j'avais comme ambition de faire de la recherche fondamentale autour du comportement humain, de la psychologie cognitive, mais de manière académique, donc en laboratoire de recherche. Donc, pendant mon master, j'ai pu en fait avoir différentes expériences. Une expérience en laboratoire de recherche fondamentale, c'était très intéressant, et aussi une expérience en user research, donc chez Publicis, donc une agence dans laquelle il y a une équipe d'user research. Et puis, mon cœur a balancé vers la user research pour son côté actionnable, le monde dans lequel ça demande d'interagir, etc. Du coup, j'ai continué vers la user research en travaillant pour Air Liquide. Et puis, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que c'était le métier que j'avais envie de faire, que le métier me plaisait. Maintenant, ce que j'avais encore à faire, c'était de faire que le sujet de mes études tournerait autour de quelque chose qui m'intéresse moi de manière personnelle. Et j'ai une passion pour la musique. Du coup, forcément, en étant à Paris, en sachant qu'il y a 10 heures à Paris, en utilisant le produit, je me disais, ça pourrait être sympa d'aller travailler là-bas. Bah, ça a été chose faite. Donc, aujourd'hui, je fais de la user research chez Deezer, qui me permet d'allier un métier que j'aime avec ma passion. Un univers en tout cas qui te plaît. Complètement. Et je pense que ça aide énormément aussi à trouver de l'intérêt dans son travail, trouver aussi de la motivation, de l'énergie, de l'investissement. Donc, si je peux que conseiller de faire un métier dans un domaine qui nous intéresse. Mhm. Oui, et pour lequel, surtout dans le produit, j'imagine, mais surtout un produit finalement qu'on aime et qu'on s'attache finalement à vouloir faire grandir, etc. J'imagine que c'est hyper important. Ouais, complètement. Et puis, au final, le produit va être au final l'outil de la relation que les gens ont avec la musique. Donc, Carrément. concrètement, si je devais décrire un peu mon travail, je dirais que c'est de comprendre la relation que les gens ont à la musique, le rapport qu'ils ont à la musique et comment, au final, Deezer, un service de streaming, joue un rôle dans cette équation et comment est-ce qu'on peut optimiser le rôle du service de streaming au sein de cette relation entre le fan de musique ou tout simplement la personne qui écoute de la musique et la musique, les artistes, etc. Mhm. Ok, donc ça c'est pour tes missions globalement d'explorer le rapport des actuels utilisateurs, utilisatrices à la musique, mais aussi les futurs utilisateurs, utilisatrices. Mais si on s'attache à donner une définition de ce que c'est que la user research et donc le métier des user researchers, comment est-ce que tu le définirais d'abord si on devait se restreindre et te demander de le dire en trois mots? Ça peut être des Ok, verbes, ça peut être ce que tu veux. ok, ce sera verbe complément, quoi. Ok. Donc, en gros, mais s'il y a un mot, je pense qu'on peut dire que la user research, c'est une aide, dans le sens où c'est une aide Ok. à. Donc, du coup, je vais respecter les trois propositions, et il y en a trois. Ça aide à améliorer la compréhension qu'on a de nos utilisateurs. Ça aide à nourrir les intuitions et la direction qu'on veut donner à un produit, donc pour la stratégie, pour toutes les réflexions et les hypothèses qu'on peut avoir. Donc, ça nourrit tout ça, justement, en fait, toute cette connaissance qu'on va Ok. ramener. Et le dernier point, ça permet de dérisquer les décisions, ou, je peux le dire dans l'autre sens, de permettre de prendre des bonnes décisions. Donc, concrètement, sur une définition en tant que telle, il n'y a pas de définition officielle de la user research. Ok. Moi, je commence à juste dire que c'est l'étude des comportements, des besoins et des motivations des utilisateurs. Mais voilà, il ne faut pas oublier derrière cette définition très pragmatique, c'est quoi l'objectif au final
de la user research. Et la user research, elle sert à concevoir ou optimiser l'expérience utilisateur qui est offerte par un produit ou un service en apportant de la connaissance. Donc ça, c'est mon rôle, c'est d'apporter de la connaissance Ouais. pour guider son design dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire dans la conception du produit et dans son amélioration continue. Ok. Quand tu parlais d'un axe de, que justement articule la user research, donc le fait de nourrir des intuitions, de quelle intuition on parle globalement des personnes qui portent finalement le produit, du coup là en l'occurrence des fondateurs ou fondatrices. Est-ce que tu peux étayer peut-être un petit peu cette Ouais, partie intuition? complètement. Ben, en gros, l'intuition, elle est présente chez tout le monde. Donc, déjà, c'est quelque chose, si on cherche à lutter contre l'intuition, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et concrètement, enfin, je travaille avec des designers, je travaille avec des product managers, mais tu parlais de fondateurs, sans aller jusqu'au fondateur, même à un niveau plus élevé dans la structure hiérarchique de l'entreprise, voire les C-level, bah, en fait, c'est des gens qui vont prendre des décisions et c'est des gens qui vont devoir donner des directions aux équipes. Et c'est à toutes ces personnes-là, quel que soit le niveau hiérarchique dans lequel ils sont, moi, la donnée que je ramène, la connaissance que je ramène, elle doit être utile à tout le monde. Donc forcément, j'ai des stakeholders un peu quotidiens que sont les designers et les product managers. Mais au Oui. final, je peux faire une étude et savoir que je vais devoir la présenter devant le CEO s'il faut. Ok. Il y a pas mal dans la préparation de ces questions et finalement d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'était la user research. J'ai lu des malentendus qui sont assez fréquents sur justement les recherches utilisateurs, utilisatrices. Ce que je te propose, j'en ai listé trois. Ce que je te propose, c'est on les voit au fur et à mesure et que tu me dises à quel point elles sont fausses ou peut-être les challenger un petit peu. La première, c'est, donc on entend pas mal concernant la recherche utilisateur que c'est uniquement pour valider l'utilisabilité et l'ergonomie de l'interface. À quel point c'est faux, à quel point c'est vrai. Alors, en gros, c'est faux parce que ça n'est pas complet, dans le sens où valider l'utilisabilité et l'ergonomie d'interface, pour moi, il y a deux notions dans cette phrase. Déjà, il y a la notion de valider. En Ouais. gros, si la seule valeur de la user research, c'était la validation, alors le mieux que pourrait offrir l'user research, c'est dire si l'idée dont on ne sait pas d'où elle est basée est bonne ou mauvaise, Mhm. alors que la user research est là aussi pour permettre d'avoir des idées. Donc, si elle était que dans l'étape de validation, alors elle ne pourrait pas fournir de la connaissance pour la génération d'idées, alors que c'est le Mhm. cas aujourd'hui. Ensuite, quand on parle d'utilisabilité et d'ergonomie d'interface, alors oui, c'est des choses sur lesquelles la user research va travailler et aller récolter de l'information, mais c'est des éléments liés directement, là, on parle de la Ok. solution qui a été produite. Alors qu'en réalité, la user research, elle va aussi apporter, et là où elle va apporter le plus de valeur, c'est pas dans l'étape de validation d'une solution qui a été produite, mais plutôt dans l'étape de compréhension des besoins et des problèmes utilisateurs. C'est-à-dire que, Donc bien plus en amont que ne peut le suggérer cette phrase. exactement, c'est-à-dire Ok. que le plus on apporte une compréhension claire en amont, le plus les idées et les prototypes et tout ce qui va être dessiné par la suite, le plus les Oui. solutions vont être reliées aux problématiques utilisateurs. Et c'est pour ça, et je veux bien aussi ton avis là-dessus, c'est pour ça que finalement, il n'y a pas... Alors oui, dans déjà la conception du produit et la raison pour laquelle ce produit existe, ça demande finalement une recherche utilisateur, mais si je comprends bien, le fait d'aller à la rencontre de tes users, c'est un procédé qui est absolument permanent. Il n'y a pas juste un moment où en fait on n'a plus besoin de leur parler, même dans l'amélioration du produit, il faut que ce soit partie intégrante de finalement la démarche. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières de faire de la user research, à plein de moments différents d'un développement d'un produit, d'une fonctionnalité, etc. Mais Mhm. forcément, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est de faire de la recherche un peu en continu, Ouais. qui nous permet de continuellement recevoir en fait des retours. Et bah, ensuite, il y a plein de sources de points de retour utilisateurs, mais enfin, moi, j'ai tout intérêt aussi à suivre les avis
sur les App Store, les retours qui sont faits au Customer Care, etc. Parce que ça Ouais. aussi, c'est des points de retour des utilisateurs donc, et qui viennent en continu. Donc Oui. oui, il y a des fois des initiatives et c'est très important à ce moment-là de faire un protocole de recherche qui est clair. Mais à côté de toutes les initiatives, il y a aussi une compréhension de l'expérience produit générale qui doit être faite en continu. Oui. C'est intéressant. En plus, je voulais te demander un petit peu plus tard, mais les façons justement de s'adresser et de récolter des avis enfin des avis et même d'apprendre à comprendre les utilisateurs utilisatrices. Donc il y a cette donnée intéressante, c'est de la lecture, c'est la lecture du coup des retours des personnes sur le customer care. Donc ça fait partie aussi de la démarche de user research, si je comprends bien. En gros, notre but, c'est de comprendre les utilisateurs. Du coup, il faut qu'on capitalise sur tous les points de contact qu'on a. C'est-à-dire que moi, je vais forcément m'intéresser à toutes les analyses de données qui sont faites par les équipes de data analyst parce que c'est de la compréhension des comportements. Mhm. M'intéresser au customer care parce que c'est des retours. Alors là, ça va être beaucoup de retours sur des problématiques très spécifiques liées à des bugs, des choses comme ça, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette compréhension. Les App Store, ça va être des retours un peu plus libres. Donc, tous ces D'accord. points-là, ce n'est pas moi qui fais la recherche. Par contre, j'ai tout intérêt à m'intéresser à ces sources de compréhension d'utilisateur parce Ok. que final, ça va faire que enrichir ma compréhension. Ok. Il y avait une deuxième idée reçue, en tout cas mal entendue, qu'on a déjà finalement un peu débloqué, mais qui était celui de la user research se pratique donc à la fin du projet. On sait que c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu veux rajouter une phrase ou globalement on en est déjà... Ouais, en fait, c'est simplement que plus tôt on s'intéresse aux utilisateurs et le plus tôt on va avoir conscience que on est en train d'aller dans la mauvaise direction, par exemple, Ouais. ou on a pris une mauvaise décision. Et le truc, c'est qu'une mauvaise direction, en début de projet, ça se corrige. En fin de projet, en fait, le coût, si les développeurs ont déjà produit ce que les designers ont déjà prototypé et dessiné, etc., et qu'on se rend compte quand on le délivre que ça apporte pas de valeur, là, Mhm. le coût pour revenir en arrière, il est décuplé Compliqué. Ouais. combien de fois, mais énormément en tous les cas. Donc, on a le droit de se tromper facilement quand on est dans ces étapes en amont. Itération et de... Mais par contre, après, ça va être beaucoup plus coûteux. Donc, bien sûr que si on faisait de la user research qu'en fin de projet, ce serait très dommage. Ouais. La troisième, pardon, idée reçue slash malentendue, c'est de te dire que finalement, la user research, c'est seulement une étude marketing. Ouais. Alors déjà, ça se contredit avec l'autre idée reçue que c'est seulement C'est pas faux. de la validation C'était sur des sources tout à d'utilisabilité. fait différentes. Ouais, ouais. Mais donc c'est bien qu'au final, ça fait plusieurs choses. Mhm. Et bon, déjà, la première chose, c'est que, il faut valoriser la connaissance qu'apporte une bonne étude marketing, hein. Donc, Oui. c'est pas un défaut que d'être rapproché des études marketing. Mhm. Et ensuite, souvent, les user researchers et market researchers vont être une seule et même personne quand les équipes sont des petites équipes dans une entreprise, donc en raison d'effectifs, etc. Et en fait, les deux domaines, ils étudient l'humain et les cibles et les utilisateurs, mais pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a un côté beaucoup plus macro dans la market research. Quand, Oui. dans la user research, on va aussi aller sur, donc, comme on regardait, l'utilisabilité, l'interface et l'usage que va avoir un utilisateur d'une interface. Donc, on va beaucoup plus en deep dive, en profondeur, en user research. Ok. Du coup, le marketing donne une approche complètement globale. Donc, c'est complémentaire. Mais c'est intéressant le point que tu abordes, en tout cas sur la différence d'échelle, parce que moi, je me demandais, donc effectivement, tu vois, alors oui, l'étude marketing donne à voir sur eux-mêmes des façons culturelles parfois d'utiliser un produit, etc. Et en ce sens, c'est ultra intéressant. Mais dans la démarche produit et surtout, du coup, la recherche utilisateur-utilisatrice, du coup, l'utilisateur face au produit. Et du coup, tu vois, le fait que ce soit quelque chose de très micro, comment est-ce qu'on peut, enfin, tu vois, dans quelle mesure on se dit que ça peut représenter toute la population, enfin, tu vois, dans quelle mesure on se dit qu'on a fait suffisamment de tests d'un point de vue micro pour se dire qu'en fait, on va vers une solution qui serait celle-ci. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu peux te dire que sur une étude très micro, tu vas vers cette solution plutôt que celle-ci? Enfin, tu vois, Ouais, je vois l'approche complètement. très humaine finalement.
Ouais. Bah, ça vient ajouter une quatrième dimension de choses qu'on peut renvoyer souvent à la user research pour discréditer. Ça va être quand vous avez fait un test utilisateur avec 8 personnes, ça n'a pas de valeur. Et concrètement, Ok. en fait, il faut avoir conscience de ce qu'est la recherche qualitative et la recherche quantitative. Ouais. Et ces différentes notions, elles vont nous faire comprendre qu'il y a des choses que l'on peut aborder d'un point de vue quantitatif Mhm. et il y a des choses que l'on ne peut aborder que d'un point de vue Effectivement. qualitatif. Ouais. Et maintenant, le truc, c'est que quand on envoie un questionnaire à 3000 personnes, Mhm. si on devait faire une approche purement qualitative avec le même échantillon, ça prendrait 2 ans. Donc, Clairement. et un Clairement. budget incroyable. Donc concrètement, il faut se rendre compte de ce que les méthodologies proposent, de leurs limites. Mais par exemple, quand on parle justement d'accessibilité, d'ergonomie d'interface, etc., d'utilisabilité, ici, on n'a pas besoin de parler à 200 personnes. Ce qui va Bien être sûr. intéressant, c'est que on va parler de saturation de données en recherche qualitative, c'est-à-dire que je vais dire, OK, je vais faire 5 Mhm. interviews, j'en fais 5, et puis je me rends compte que la première, j'ai appris plein de choses, la deuxième, j'ai appris plein d'autres trucs, la troisième aussi, mais ça se répète un peu avec ce que disait le premier, et le quatrième répète ce que disait le troisième, et en fait, petit à petit, quand on rajoute Mhm. des interviews, on va se rendre compte que eh ben, petit à petit, on apprend de moins en moins de choses. Et à un moment, on a couvert un pourcentage, on va dire, de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer avec le prototype ou le produit qu'on est en train de tester pour se dire, OK, donc j'ai rencontré 8 personnes. Ces 8 personnes-là, elles m'ont permis de spotter tous ces éléments-là. Ça ne veut pas dire qu'on a tout découvert. Ça veut dire Ouais. que grâce à 8 personnes, on a découvert énormément de choses. Et ça a Ouais. énormément de valeur, même si ça ne signifie pas que on a fait l'exhaustivité de ce qu'on pouvait découvrir. Mais c'est intéressant, en plus, c'est une question que je voulais qu'on aborde justement. Donc là, si tu vois, le nombre de personnes que tu mets face à toi, face au produit et ta problématique, pour faire en sorte que finalement les analyses soient pertinentes ensuite, si je comprends bien. Donc là, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il y a cette pratique de la saturation de données, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas un nombre de personnes qu'on rencontre, etc., en amont, mais c'est plus selon finalement les résultats qu'on obtient jusqu'à commencer à pouvoir dessiner des espèces de patterns, de tendances qui émergent, c'est ça? C'est ça. Donc, on va se fixer un nombre un peu minimum Ok, qui est nécessaire. Mais maintenant, l'idée, c'est de se dire, en fait, si quand j'arrive à ce nombre d'entretiens que j'avais prévu ou de tests que j'avais prévus, en fait, je continue à apprendre à chaque fois que je rencontre un nouvel utilisateur, bon, bah, en fait, on va continuer à le faire un petit peu parce que bah, une personne en plus, ça va m'apporter beaucoup de connaissances en plus. En fait, on arrête au moment où rajouter des personnes oui. est juste un coût et plus n'apporte plus tant de valeur. Ok, ok, ça marche. Peut-être, donc là, la définition de la user research, je pense, vous semble claire. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez qu'on en revienne. Mais là, donc, si on devait la résumer, c'est dans un objectif d'en savoir plus sur l'utilisateur, l'utilisatrice, dans une démarche soit de conception, parce qu'on veut rajouter une fonctionnalité, etc., ou optimiser l'expérience client dans une recherche d'augmenter toujours de la valeur à ses utilisateurs, utilisatrices. On ne lance pas juste une fonctionnalité comme ça, c'est parce que ça correspond à un besoin, une frustration ou quoi que ce soit de son utilisateur, utilisatrice. Il y a plein de points de contact qu'on peut avoir avec son client ou sa cliente. On a commencé à en mentionner un, par exemple, la lecture des retours qu'il ou elle peut mettre sur les Apple Store, etc. etc. On pourra explorer d'autres points de contact qu'on a. Mais si on devait commencer donc par le début d'une méthode de user research, même bien avant la méthode, comment est-ce qu'on démarre une user research? Ouais. Alors, la première chose, c'est le point de départ, c'est le point d'interrogation. C'est-à-dire, on ne fait pas de user research si on ne se pose pas de questions. Parce que le but de la user research, c'est justement de répondre aux questions qu'on se pose vis-à-vis de nos utilisateurs. Donc, il faut commencer par avoir ce réflexe, qui n'est pas toujours le cas, de se poser plein de questions sur les gens pour qui on travaille, c'est-à-dire nos clients, nos prospects, etc. Et quand ces questions-là sont là, il faut aussi se demander
qu'est-ce qu'on va faire avec la réponse à ces questions? Parce que des fois, du coup, quand on commence à faire l'exercice de se poser plein de questions, on se pose plein de questions, sauf que concrètement, à quoi va me servir la réponse à ces questions? C'est-à-dire qu'il Oui, faut du coup, deux choses. Il faut se poser des questions et savoir ce qu'on a envie de faire de ces réponses. Concrètement, moi, je ne commence pas une étude d'user research sans avoir clairement en vue les objectifs du coup de l'étude, c'est-à-dire ce qu'on veut apprendre et ce qu'on envisage comme action après l'étude. En fait, si on n'est pas clair sur ces deux aspects, c'est la meilleure manière de partir faire de la recherche qui, du coup, va être pas actionnable, voire même qui n'intéressera pas le stakeholder qui, de base, m'a demandé l'étude. Donc, d'accord. vraiment, au final, si j'ai toutes les questions et j'ai les objectifs, normalement, l'étude va pouvoir répondre à ces questions et permettre d'avancer sur les objectifs qui ont été précisés. Ok. C'est Et quand vraiment tu... la Pardon. base. Non. Désolée. Donc, oui, quand tu dis de dessiner un petit peu les actions que l'équipe serait prête, enfin, est prête à mener ensuite, on n'est pas déjà vers finalement la solution enfin, la solution, en tout cas, la réponse à cette question, ça doit être difficile à anticiper les actions, non? Dans quelle mesure Ben, on peut les prévoir? complètement. Ben, en fait, ça va nous permettre de se dire, OK, ben, si on a la réponse à cette question, etc., alors on pourra envisager des solutions. Tu vois, ça, c'est une action. C'est D'accord, dire, ok, et donc, ok, en fonction de, par exemple, on veut voir l'intérêt que les gens ont pour ça ou ça, on voit s'il y a un intérêt fort, OK, ben, ça va nous permettre de réfléchir à attaquer cette problématique-là dans notre vision produit qui arrive pour les 2 prochains semestres ou les choses comme ça. ok. On a commencé un petit peu à les mentionner, mais donc il y a deux méthodes, enfin même deux typologies de méthodes. D'abord les méthodes quantitatives et qualitatives pour aller du coup à la rencontre de ces utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ces deux méthodes-là et peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être moins connues, mais que vous Ouais. pratiquez aussi chez Deezer? Ouais, ouais. Alors juste, je voulais revenir sur quand tu disais comment est-ce qu'on démarre. Ah Donc oui, quand tu disais il faut avoir des questions et savoir quelles vont être les actions qu'on envisage après, ça c'est du oui, côté du stakeholder, en quelque sorte, de la personne qui me demande. Donc moi, il faut que je récolte ça. doit avoir Après des... ça, pour lancer l'étude, bah, justement, on vient sur le sujet de définir quelle va être la bonne méthode de recherche Ok. en fonction des questions qu'on se pose. Et c'est justement selon ce qu'on veut apprendre qu'on va choisir une méthode de recherche en fonction du coup de ces questions, mais aussi des deadlines, du budget, etc. Donc des contraintes de l'étude. Et la dernière chose à faire avant de commencer, c'est de définir quelle va être la population du panel de notre étude. Ça, D'accord. c'est quelque chose, il faut vraiment le surligner dans le sens où, en fait, la donnée qu'on va récolter pendant une étude, elle est liée aux gens qu'on a rencontrés. Donc, Mhm. si on ne rencontre pas les bonnes personnes, on peut faire une étude avec des bonnes questions, avec tout bien préparé. Les gens qui vont nous fournir la donnée vont être les mauvaises personnes. Donc, ça va nous donner des résultats qui sont erronés par rapport à ce qu'on souhaite apprendre. Oui. Donc, pour revenir sur les différentes méthodes, excuse-moi, tu voulais dire Non, quelque chose? pardon. Donc, parfois, par exemple, vous vous dites que c'est plus pertinent d'aller à la rencontre de personnes qui ne sont pas encore utilisateurs, utilisatrices du produit, ou ça, globalement, ça n'arrive jamais. Et même à l'intérieur de cet échantillon que sont les personnes qui utilisent Deezer, vous faites des segmentations sur, par exemple, le genre, le niveau d'écoute, le niveau de compte, enfin de compte, tu vois, c'est un truc premium Complètement. ou finalement un compte assez classique. Complètement. C'est ce genre de segmentation qui peuvent exister. Exactement. Ok, Donc, sur des niveaux d'intérêt, sur l'engagement, sur plein de choses. Oui, on peut aussi faire des choses avec des gens qui ne sont pas encore user ou qui sont utilisateurs d'un service concurrent. Donc, il y a ok, toutes ces notions-là qui sont importantes pour pouvoir répondre aux questions de manière pertinente. ok, Du coup, sur ces différentes méthodes, donc, comme je le disais, donc, il y a la méthode qualitative et une méthode quantitative. Donc, concrètement, le qualitatif, c'est un outil, ça permet de comprendre justement en profondeur le contexte derrière un ressenti, un comportement. Donc, ça va déceler les intentions derrière les comportements. ok. Maintenant, la difficulté, c'est que, comme on le disait un peu plus tôt, la recherche qualitative, c'est pas de la recherche qui est généralisable. C'est-à-dire que si je discute d'un sujet avec 10 personnes, je vais pas pouvoir me dire, OK, j'ai compris tout le sujet pour tout le monde. Par contre, Mhm. j'ai compris en profondeur l'expérience de 10 personnes.
Et ça va pouvoir, en fait, l'intérêt, c'est que ça va me permettre de avoir un début de compréhension, me permettre de créer des hypothèses vis-à-vis de tout ça, etc. À l'inverse, la méthode quantitative, pardon, ça va nous permettre d'identifier là des choses plus comportementales et de formuler des modèles qui sont là généralisables. D'accord. Euh, Mais en termes d'impact sur les actions que vous allez mener, ouais, tu vois, que ce soit pour une recherche, une méthode quali, ça peut quand même découler sur des actions, bien que ce ne soit pas généralisable. Enfin, tu vois, par exemple, je ne sais complètement. pas si c'est pour tu questionnes, tu choisis la méthode Kali pour finalement questionner la pertinence d'une nouvelle fonctionnalité. Bon, je ne sais pas trop si ça pourrait être comme ça, mais tu vois, est-ce Ouais, que finalement, juste avec cette méthode qui, elle, n'est pas généralisable dans sa compréhension, etc., peut mener vers, OK, oui, du coup, ce serait quand même pertinent de le faire, mais sous cette forme, etc. Complètement. En gros, la recherche, donc on a cette dichotomie qualitative-quantitative, mais on a d'autres manières de séparer les méthodes. On va parler de, par exemple, les méthodes génératives, les méthodes Mhm. évaluatives. Et les méthodes génératives vont souvent être très quali, parce que l'idée, c'est donc de comprendre les besoins et générer donc des directions pour une stratégie, Ok. générer des idées, etc. Donc même si au final je parle avec 10 personnes, c'est un échange qui va me permettre de penser à plein d'idées. Ça va nourrir en fait la réflexion, etc. Quand du côté des méthodes évaluatives, bah là, ça va être voilà, évaluer un produit, un élément, une idée, valider l'alignement d'une idée avec un besoin utilisateur, etc. Ok. Donc, voilà, toutes les méthodes vont avoir en fait des bénéfices et des limites. Et selon ce qu'on souhaite apprendre, selon les questions qu'on se pose, c'est là où il va falloir bien choisir la méthode pour obtenir le maximum d'informations possibles en une étude. Ok. Ok, c'est très très clair. Euh, si on passe, tu as pas mal parlé des stakeholders finalement avec qui tu notamment définissais, enfin, qui définissent finalement le problème qui va être articulé par la user research que tu et ton équipe va mener. Euh, Est-ce que tu peux nous parler avec plus de précision avec qui tu travailles au quotidien chez Deezer, les PO, les PM, les designers, les designeuses, quel genre de routine vous avez en place entre vous et, euh, et peut-être aussi une différence sur les missions qui sont celles par exemple d'un PO-PM. Par exemple, est-ce que eux et elles font aussi de la user research? Voilà. Dis-nous tout. Ouais. Du coup, on est une équipe de 4 user researchers pour une équipe large produit qui est beaucoup plus grosse. Ok, Il y a beaucoup de PM, beaucoup de designers. Et concrètement, on travaille un petit peu au quotidien avec eux, dans le sens où bah, soit ça va être les personnes qui sont en demande de connaissances, soit vont être les personnes qui vont directement exploiter la connaissance qu'on va ramener. Donc, d'accord. c'est une collaboration un peu constante. À côté de ça, nous, on a aussi ce rôle de ramener l'utilisateur un petit peu au sein des murs de l'entreprise. Et pour faire ça, on va aussi essayer de créer une proximité entre justement les utilisateurs et les PM, les designers, parce qu'il y a une réalité aussi qui est que dans beaucoup d'entreprises, on ne va pas avoir de pôle user research. Et la user research en tant que telle va être un petit peu euh, menée par les designers, par les product managers, malgré que ce ne soit pas forcément leur expertise, malgré les biais que va avoir le fait d'avoir une position de designer qui a construit un prototype et qui est celui qui le présente, ou d'être le product manager qui défend une initiative et qui va la confronter un petit peu. Donc, Mhm. forcément, d'avoir une équipe d'user research en dehors de l'expertise d'user research, il y a aussi le fait d'avoir une position de neutralité. Moi, ce n'est pas mes designs que je présente, ce n'est pas mes initiatives. Oui. Du coup, j'ai une capacité à me décentrer un petit peu de ça et ça ne me dérange pas. Mon ego n'est pas attaqué en tous les cas quand Mhm. je confronte un peu nos idées aux utilisateurs.
Ok. Et donc, et globalement, ok, donc dans certains modèles d'autres organisations de produits, c'est possible de retrouver finalement la mission, la discipline de user research dans les différents métiers. Donc, chez les designers, chez les product managers ou product owners. Chez Deezer, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont aussi eux qui portent finalement cette discipline-là? Est-ce que c'est seulement vous quatre? Comment ça fonctionne? Ouais. Bah, concrètement, en fait, nous, on travaille pour les gens, c'est-à-dire pour eux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte de la valeur. Donc, à partir du moment où ils ont identifié que la user research est un outil utile pour la bonne réalisation de leurs objectifs, Oui. et ben, du coup, ils veulent de la user research. Ils ont des demandes. Donc, c'est la première raison pour laquelle on a du coup cette collaboration un peu constante Ok. autour de ramener de la connaissance. En fait, comme on le disait un peu plus tôt, la connaissance qu'on va leur ramener va leur permettre de prendre les bonnes décisions que les responsabilités qu'ils ont leur incombent. Ok, ça marche. Baptiste, dis nous sur le chat si ça répond à tes questions, notamment sur la partie collaboration avec les PM au quotidien. Il y avait une question de Gauthier que je me remets. Ok, là. En ce qui concerne les méthodes quantitatives, donc on va revenir un petit peu sur ça. Dans quelle mesure est-ce que tu collabores avec les équipes de data analyst, data scientist de chez Deezer? Et du coup, autre question, mais je te la reposerai si jamais, quel type de données est-ce que tu utilises? Des données type Hotjar, etc., etc. Ok. Donc concrètement, le travail que fait, on est proche des équipes data analyst parce que, en fait, concrètement, c'est une autre équipe qui ramène de la connaissance dans l'entreprise. D'accord. Donc, on a tout intérêt, on étudie les mêmes personnes. On a souvent aussi sur une initiative des études qui sont faites côté user research et côté data analyse en même temps, sur la même thématique. Donc concrètement, on a tout intérêt à, si ce n'est collaborer, s'intéresser au travail qui est fait d'un côté et de l'autre, dans le sens où quand moi je vois une étude de la data analyse, ça me donne des questions, ça me donne envie d'aller explorer le sujet à la lumière de ces informations. Et inversement, il y a une métaphore que je trouve assez marrante entre data analyse et user research, c'est de se dire, par exemple, si on veut comprendre ce qui se passe dans une forêt euh, et on m'envoie comme ça dans la forêt, moi, je vais être au milieu d'arbres et je vais dire, je regarde autour de moi, il ne se passe rien. Et je dis, OK, il ne se passe rien dans cette forêt. Et concrètement, en fait, c'est parce que je suis micro et donc je suis là tout petit dans cette grande forêt, je ne vois pas ce qui se passe. Si le data analyst qui, lui, a une vue d'ensemble sur toute la donnée, regarde un peu depuis un hélicoptère la forêt, et ben, il va pouvoir voir que de ce côté-là, il ne se passe rien, de ce côté-là non plus. Par contre, là, dans cet endroit précis, il y a du mouvement, il voit en haut, il voit les feuilles des arbres bouger et il se passe quelque chose. Et donc à ce moment-là, moi, en ayant suivi l'analyse qui a été faite par les data analysts, eh ben, je peux sauter juste à cet endroit-là de la forêt, essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, je vais voir qu'il y a des animaux, il y a des choses comme ça qui font bouger les arbres et tout ça. Et d'une première tentative où j'ai été droppé n'importe où, quand je passe après la data analyse, eh ben là, je peux aller explorer de manière qualitative exactement à l'endroit où il y a des choses à regarder. Donc, de voir par exemple l'usage d'une feature grâce à une étude de data analysis, ça va me permettre, moi, ensuite, de savoir comment aller aborder cette thématique-là grâce à la lumière qui a été faite par leurs études. D'accord. Et pour ça, justement, pour que vous puissiez avoir accès finalement à cette forêt qui est explorée par les data analystes, est-ce qu'il y a des routines qui sont mises en place chez Deezer ou globalement juste un travail qui incombe à chacun et chacune d'entre vous en tant que user researcher d'aller voir leur travail? Comment est-ce que vous partagez finalement cette information et ces ressources? On a forcément des moments en commun dans la semaine, des routines de présentation un peu, d'updates sur quel topic est-ce qu'on travaille, etc., de manière à ce que voilà, on ne manque pas une étude qui a été faite par la data analyse qui est particulièrement intéressante pour nous, et inversement, on tient au courant
des sujets sur lesquels on travaille avec, avec le produit et les équipes de data analyst, de manière à ce que tout le monde soit un minimum au courant des sujets sur lesquels chacun travaille. Ok, ok. Pour rester sur cette partie un petit peu rituelle, mise en place de l'organisation des différentes équipes, il y a une question d'Oriane que je te lis, Tom. Comment est-ce que tu fais pour suivre l'activation des enseignements, des recherches par le produit? Par quel genre de rituel, par quel genre de routine, d'outils est-ce que vous passez? Ouais. Donc concrètement, déjà, ce qu'on disait au début, donc les premières étapes qui sont de récolter les questions des stakeholders et de récolter leurs objectifs, c'est les premiers points qui vont permettre l'actionnabilité. C'est-à-dire que la première chose, c'est de se dire, OK, donc déjà, toutes les questions que cette personne se pose, Oui. je les ai. Oui. Donc, je vais pouvoir me dire, il faut que j'aille répondre à ces questions spécifiquement. C'est-à-dire que si on parle, je ne sais pas, d'expérience de concert, je ne dois pas juste ramener de la connaissance sur l'expérience des concerts. Je dois aussi répondre spécifiquement aux questions qui m'ont été données. D'accord. Et je dois aider à permettre les actions qui m'ont été listées comme objectifs. Donc, en fait, je sais ce qu'il faut que je ramène comme type de connaissance pour permettre l'actionnabilité. Ok. Ensuite, l'autre chose, c'est déjà de prendre, en fait, de s'aligner comme ça avant de partir vers l'étude. Ça permet d'être sûr que l'étude, elle est centrée autour de ce qui est demandé. Et une autre chose que je vais faire pour rendre ça intéressant et actionnable, c'est je ne vais pas disparaître en fait pendant tant de temps auprès de mon stakeholder. Si par exemple je vais faire des interviews, et le PM qui travaille sur le sujet, il va venir avec moi. Il va voir l'interview ou alors je vais la recorder et partager l'enregistrement avec le PM ou le designer ou quoi, de manière à ce que on puisse aussi se connecter un peu avec l'utilisateur, humaniser un peu les insights que je vais ramener. Et dans le rapport que je vais faire, pareil, je vais essayer de rapporter des verbatim utilisateurs, si je peux et que j'ai le temps, de faire des clips vidéo qui illustrent humainement un insight qui est littéralement juste une phrase posée sur une slide, qui est difficile des fois à actionner. Ça fait du bien de voir un utilisateur ou plusieurs utilisateurs en fait illustrer cet insight avec leur propre verbatim. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que donc là, chez Deezer, il y a une démarche de communication assez permanente, même pendant le travail de recherche, en tout cas qui te concerne toi, de déploiement de la méthode, et finalement du fait que tu sois en train de récolter les insights des utilisateurs, utilisatrices, même dans ce moment-là de travail très personnel, enfin, tu vois, en tout cas, qui incombe au user researcher. Tu continues à communiquer avec ton stakeholder, en l'occurrence parfois des PM, par exemple. Ouais, alors je ne vais pas tout le temps amener le stakeholder avec moi en entretien ou quoi, mais voilà, c'est dans la démarche, ça va être de le faire de temps en temps, ça va être d'enregistrer les interviews pour que si la personne est suffisamment motivée, parce que concrètement, moi, la seule chose que je demande, c'est que les gens qui me demandent une étude s'intéressent à l'étude. Bien sûr. Si pour faire ça, c'est avoir plus de transparence, c'est inclure pendant le processus de recherche, etc. Si la finalité, c'est que l'étude va devenir plus intéressante pour le stakeholder et qui va l'actionner d'une meilleure manière, moi, je n'ai pas de souci à ouvrir un peu les portes de mon petit bureau et qu'on travaille ensemble. En réalité, il va aussi pouvoir me servir dans le sens où il peut prendre des notes, on peut réfléchir ensemble, on va avoir cette réflexion commune, etc. Donc, si la personne elle est motivée, ça va être qu'un plus pour moi que de l'avoir à mes côtés. Et à quel point, Joséphine, j'ai vu ta question, je la pose juste après. À quel point est-ce que tu es partie prenante de la réflexion sur la façon dont vous allez actionner les insights, les ressources que vous avez pu faire émerger finalement de tout ce travail de user research? Est-ce que à partir du moment où toute cette compréhension a été faite, ce voile levé sur les questions qu'on se posait finalement, est-ce que tu continues à être dans ce procédé d'aller plus en plus vers la solution, ou bon, après, si ça veut dire forcément du coup mettre en place le design, peut-être que tu n'y es plus, mais dans quelle mesure est-ce que tu participes aux prises de décision dans ce sens-là?
concrètement, donc, comme on disait, il y a des entreprises où il y a moins d'équipes spécifiques, etc. Là, du coup, vu qu'il y a des PM, de la user research, des designers produits, etc., Ouais. forcément, c'est important de délimiter un peu les scopes pour pas qu'on se marche dessus. Oui. Mais par contre, en fait, va être intéressant, en tous les cas, selon moi, dans mon rôle, c'est que des intuitions et des opinions, on est tout à fait légitime à avoir ça en tant que designer ou en tant que PM. C'est ces D'accord. intuitions-là, d'ailleurs, qui vont nous guider, c'est ces opinions qui vont nous permettre de prendre des décisions. Maintenant, moi, concrètement, dans ce débat, je ne participe pas. La seule manière que j'ai, je suis présent, mais mon opinion, j'en ai pas, concrètement, ou alors j'en ai, mais je la donne pas. Et moi, Opinion dans la direction vers laquelle il faudrait aller par rapport à toutes les ressources que tu as reçues, tu veux dire? exactement. En gros, Ok. moi, ce que je fais, c'est je transmets des recommandations, je transmets des directions à favoriser, des choses comme ça, ou des directions vers lesquelles il ne faudra pas aller. Mais tout ça, ça va être juste l'illustration de la donnée analysée et interprétée. Par contre, mon opinion sur la beauté d'un design ou des choses comme ça, il n'a D'accord, pas dans ce sa sens-là. place, concrètement. Ok, ok, ça marche. Ce qui serait plus là, en l'occurrence, le rôle du PO ou PM, d'avoir un avis plus de l'ordre de l'opinion, enfin, même un avis tout court, un jugement même, ou une Exactement. opinion. C'est ça. Alors, question de Joséphine que je te lis, Tom. Comment tu centralises toutes tes recherches et données dans un outil en particulier? Comment est-ce que tu t'organises là-dessus? Et assez globalement, ça revient à la question de Christelle qui était sur les outils que tu utilises, que vous utilisez dans la team User Research au quotidien. Ouais. Donc pour revenir sur la question spécifique de Joséphine, donc sur la centralisation un peu de la donnée, concrètement, je ne sais pas à quel point c'est un sujet qu'on a abordé en précision, mais voilà, il y a plein d'approches différentes de comment est-ce qu'on devrait apporter, quel niveau de granularité il faut apporter dans la donnée à proposer, etc. Concrètement, de notre côté, donc on parle souvent des fois de atomic research, de repository avec des niveaux, etc. Concrètement, je pense que ce qui est le plus important, c'est que les stakeholders puissent accéder à la recherche, donc aux rapports qui sont faits, si tant est que les rapports soient de qualité, qu'il y ait des summaries dedans, etc. Mhm. Si tous ces rapports-là sont bien classés, bien organisés et accessibles pour toute l'entreprise, parce qu'il ne faut pas réduire en fait la valeur de la user research juste aux équipes de PM, de designers, voire même juste aux équipes produits, Oui, et bah, à ce moment-là, on rend accessible bah, en fait, toute la connaissance que l'on produit pour toute l'entreprise. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on a construit. Donc voilà, une sorte de bibliothèque, mais bien organisée et simple à naviguer, dans lequel on va pouvoir récupérer tous les rapports, voir à quelle date ils ont été faits, par qui il a été fait, de manière à pouvoir poser des questions si besoin, des choses comme ça. Donc c'est voilà, une centralisation de tous les rapports et documents de recherche, parce qu'en réalité, on peut faire un repository, donc un rassemblement de la donnée avec des données très fines, les vidéos des interviews, etc. Mais concrètement, en fait, ce n'est pas ce qui est demandé par les stakeholders. Ce qu'ils d'accord. veulent, c'est pouvoir accéder aux conclusions d'une étude. Ok, ok, ça marche. Sur, Dis-nous pardon. Dis-nous, Joséphine, si c'est clair pour cette réponse-là. Et oui, pardon, tu voulais enchaîner du coup sur la question plus globale de Christelle sur les outils que vous pouvez avoir au quotidien. ouais. Donc sur les outils, on a un certain nombre d'outils, hein, forcément. Maintenant, en soi, donc voilà, on va avoir des outils pour faire, donc on utilise Zoom pour faire des entretiens, on va utiliser user testing pour faire de la recherche non modérée, on va utiliser des outils de questionnaire, des choses comme ça. Mhm. Pareil pour l'analyse, on va avoir des outils un peu spécifiques pour faire de l'analyse qualitative ou aussi utiliser du Excel, hein, des fois pour du quanti. Mais je pense que les outils sont à mettre en retrait par rapport à la réflexion qu'on a sur les méthodologies. Dans le Mhm. sens où c'est plus ce que l'on veut faire
comment on va le faire, dans le sens où si on est dans une grosse entreprise, on va avoir plein d'outils qui vont faciliter la user research. Si on est dans une petite entreprise, eh ben, en fait, on n'a peut-être pas besoin de ce super outil super performant de questionnaire, mais on peut utiliser un outil de questionnaire gratuit, voire pas cher, et faire de la bonne user research aussi. Donc, même si les outils vont être quelque chose qu'on utilise au quotidien, je pense que le focus doit plus être sur comment est-ce qu'on va faire cette recherche, quelle va être la bonne méthode, et ensuite se poser la question de quel outil je pourrais utiliser pour faire cette méthode. Oui, je vois. La méthode sert les outils plutôt que le contraire, plutôt que l'outil. Enfin, les outils ne sont pas à prendre en amont dans la réflexion. Et C'est ça ça. revient finalement, je trouve le message assez fort que tu partages là pendant ce webinaire, c'est de te dire que euh, la méthode en user research est hyper importante et finalement de partir avec, enfin, de commencer. Je pense que c'est ce que je vais retenir le plus de ce webinaire. Dites-moi si c'est la même chose pour vous, mais c'est de commencer et c'est hyper important à adresser finalement une ou plusieurs questions. Et en fait, de cette. Alors évidemment, du coup, ça s'affine de ce que j'ai compris en tout cas chez Deezer grâce aux stakeholders finalement qui commandent, en tout cas qui impulsent ce besoin de user research. Voilà, ça s'affine avec elle ou lui, et qu'ensuite, c'est le travail du user research de décider finalement de la cible, de la méthode, de là où les méthodes, d'ailleurs, peut-être elles peuvent s'imbriquer, et ensuite, comment en faire finalement quelque chose de tout à fait actionnable. Euh, je vois que j'ai encore. Oh non, c'est Céline qui parle sur le chat. Je vois que vous êtes quelques-uns à écrire en même temps. N'hésitez pas à poser vos questions, bien qu'on arrive sur la fin de ce webinaire. On peut encore en prendre quelques-unes. Je vois Baptiste qui a posé une question. Tom, je te la lis. Juste par curiosité, utilisez-vous les nouvelles intelligences artificielles, je pense notamment à ChatGPT, pour gagner du temps sur l'analyse des données quali et quanti? Ouais. Alors déjà, forcément, on est curieux hein, de ces outils. Maintenant, il y a un premier point que je pense on oublie de mentionner, c'est l'usage de ce genre d'outils en entreprise, dans le Oui. sens où, en fait, on nourrit un modèle et on le nourrit avec de la donnée. Donc concrètement, euh, aujourd'hui, il y a une sorte de flou dans lequel les entreprises ne sont pas encore là à fliquer en quelque sorte leurs employés, mais on doit faire extrêmement attention avec les données qu'on possède. De la même manière que moi, je dois faire attention quand je présente un peu la démarche utilisateur chez Deezer, etc., de Bien ne sûr. pas divulguer quoi que ce soit. Mais concrètement, quand je prends mon Excel et que je le copie-colle sur ChatGPT, en fait, je fais une fuite de données. Oui, tu donnes, ouais. Donc déjà, il y a cette première notion qui est, il faut faire attention avec ce qu'on donne sur ces modèles-là, parce qu'on les nourrit avec de la donnée qui est souvent très, très confidentielle quand c'est dans le cadre du travail. Ensuite, là où je pense que c'est pertinent, c'est dans l'aide à la réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une thématique que vous devez aborder, vous pouvez lui demander de vous générer plein de questions. Et puis, vous pouvez demander de relire vos questions et de dire si elles sont orientées. Et il y a des biais dedans, etc. Donc, en fait, il faut plus voir, selon moi, le potentiel de ChatGPT ou d'autres outils comme celui-là comme un copain user researcher qui peut un peu vous donner des conseils, qui peut un peu relire vos questions, vous suggérer d'autres questions, des choses comme ça. Par contre, il ne fera pas le travail à votre place, ça c'est certain, et heureusement d'une certaine manière. Surtout que, enfin là par exemple, en ce moment, il y a un nouvel outil qui promet un peu de faire de la recherche utilisateur sans parler aux utilisateurs. Mais en fait, concrètement, on voit la limite ici de ce que l'IA est en train de proposer aussi sur, en tous les cas, ce modèle, dans le sens où ça va nous permettre d'apporter en fait une compréhension commune. Mais par contre, quand on fait des entretiens avec 5 personnes, 6 personnes, on est justement dans une approche qui n'est pas de rester en surface, mais d'aller en profondeur dans l'expérience et ça, on ne l'aura pas avec un retour de ChatGPT, par exemple. On va l'avoir que en faisant un entretien avec quelqu'un,
en le mettant dans le bon contexte pour qu'il puisse se livrer, etc. Et c'est là toute la difficulté et la beauté aussi du travail du researcher. Merci beaucoup Tom pour cette réponse. N'hésitez pas à poser vos dernières questions si besoin sur le chat ou en utilisant l'onglet questions. Moi, Tom, les questions que je voudrais, enfin la question finale de mon côté en tout cas, porte peut-être sur les compétences que tu penses clés, toi, dans un poste de user research. Toi, en tout cas par le prisme de ton expérience, ta formation, je comprends que la psychologie est hyper importante. Est-ce que finalement, il y a d'autres parcours de formation qui pourraient mener à la user research? Dans quelle mesure c'est obligatoire, entre guillemets, d'avoir un background très éducationnel, en tout cas sur ces questions de psychologie et de connaissance de l'utilisateur, même pas de l'utilisateur, de l'humain, je dirais même. C'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Ouais. Déjà, il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas de parcours unique pour devenir user researcher. Forcément, il y a des parcours qui peuvent être plus pertinents que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un certain master qu'on ne peut pas faire de la user research. Tout bêtement, voilà, chez Deezer, dans notre équipe, on a tous des backgrounds différents. Ok. Donc, ça peut être de la psychologie cognitive, ça peut être du design, ça peut être une personne qui vient de Sciences Po, une personne qui vient de la psychologie de l'économie. Donc, c'est en final, c'est juste de la connaissance qui va nous permettre d'avoir un angle de vue, en tous les cas, sur la donnée, et d'avoir en fait cette richesse au sein des profils. Ça peut que amener une analyse plus riche que des gens qui ont toutes la même approche. À part le parcours en psychologie et mon master en psychologie cognitive, forcément, ils sont utiles parce que déjà, ça me donne des connaissances sur des thématiques comme la mémoire, l'attention, la prise de décision, le renforcement, tous ces trucs-là qui vont au final vont être très intéressants dans le développement d'un produit. À côté, je dirais qu'il y a aussi le côté master de recherche en sciences humaines de manière plus large, quelle que soit la thématique, ça peut être de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie sociale ou autre. Forcément, ça va être utile parce qu'on va nous donner, en dehors du bagage théorique, aussi un bagage de pratique et on va nous apprendre à être un bon chercheur scientifique. Avec tout ce que ça implique dans l'identification des biais, dans la mise en place d'un protocole de recherche, dans la modération d'un projet de recherche, dans l'analyse aussi. Là, quand on parle de hard skill, il y a aussi ça, c'est-à-dire l'analyse, que ce soit qualitative ou quantitative, qui demande du coup des capacités d'analyse statistique. Forcément, des parcours qui nous apprennent ça, ça simplifie. Ensuite, on peut apprendre ça par soi-même. Comme tout aujourd'hui, on peut tout apprendre par soi-même. Je pense qu'on n'est plus bloqué sur des diplômes. Maintenant, il faut soit suivre des formations, soit être motivé, soit investir tout seul. Ça, c'est côté hard skills. Après, le fait est que le métier de user researcher, il y a un gros pan qui tient aux soft skills dans le sens où la première chose qu'on va demander, c'est de l'empathie. Donc, de pouvoir se décentrer de soi-même, de son expérience, etc., pour pouvoir se mettre dans les chaussures de son utilisateur et également de ses stakeholders. C'est-à-dire que, comme on disait plus tôt, moi, mon travail, il a de sens que si il intéresse les stakeholders pour qui je travaille. Donc, je suis un peu stakeholder researcher, d'une certaine manière, comprendre les gens pour savoir, OK, en fait, c'est ce type de centralisation de la donnée qui va être intéressante, c'est ce type de méthode qui va permettre d'intéresser les gens, etc. Donc, cette empathie, elle est importante côté user research, côté utilisateur et côté collaborateur. Et voilà, donc ça va être très important, savoir comment communiquer. Je ne parle pas de la même manière quand je parle avec des designers qu'avec des PM, qu'avec un C-level, par exemple. Voilà, donc ça va être plein de soft skills. Ensuite, il y a une partie un peu connaissance. Donc, en dehors des études et ce que va donner les études, que ça peut être, quel que soit le master que l'on ait fait, il y a aussi le fait de s'intéresser et de comprendre les métiers qui nous entourent. Donc, Oui. si je ne comprenais pas le rôle et comment un designer travaille ou comment un PM travaille, etc., ça rend beaucoup plus compliqué la collaboration. Le dernier point, c'est l'user research. C'est un domaine qui est relativement récent, donc qui évolue beaucoup. Donc, ça demande de se tenir au courant, de voir les nouvelles méthodologies qui pop un peu, les nouveaux outils, etc. Donc, il faut rester un peu à la page, même sur son propre domaine.
Et comment tu fais, toi, pour rester à la page sur ce secteur de la user research? Est-ce que Deezer vous apporte pas mal de ressources là-dessus? Est-ce qu'il y a des comptes que tu suis pas mal, des entreprises, des personnalités, newsletters, podcasts? Comment tu fais? Ouais, bah, il y a beaucoup de sources Ok, différentes. Donc, il faut faire un petit peu son tri et puis surtout trouver ce qui nous plaît dans le bien format, sûr. dans les podcasts, des livres, des newsletters. Moi, j'aime bien personnellement les newsletters. Je trouve que c'est un condensé en fait de choses qu'on aurait pu aller rechercher par nous-mêmes, qui a été un peu curaté par des gens qui ne font que ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a User Weekly, qui est une newsletter que je lis, UX Collective, User Research Academy. Et puis ensuite, il va y avoir aussi, c'est toujours assez inspirant de trouver des personnes qui partagent un peu comment est-ce qu'ils font leur user research, etc. On va avoir des gens comme Kevin Liang, qui est un user researcher chez Google, qui vulgarise assez bien son métier. On va Ok, avoir Nikki Anderson, Stéphanie Walter. Il y a beaucoup de gens. Je pourrais partager aussi une liste si tu veux, avec de, plaisir. plein de ressources intéressantes. Trop bien. J'ai essayé de les noter au fur et à mesure, mais avec plaisir, Tom, si tu penses à d'autres personnes ou de personnalités, même newsletter. Mais là, j'ai commencé un petit peu à lister. Merci beaucoup. Ah, une autre raison d'Aurélie sur les livres, des livres qui étayeraient plutôt la partie méthodo. Est-ce que tu as des références à nous partager là ou bien peut-être après que moi je pourrais rajouter sur l'email récap qu'on vous prépare? Ouais, ouais. Là-dessus, je pense que le livre, il y a un livre qui s'appelle Just Enough Research. Ok. Euh, alors, je ne sais plus exactement qui l'a écrit. Erika Hall, Ok. voilà, qui est extrêmement intéressant. Moi, c'est un peu le livre le plus intéressant que j'ai pu lire en user research. Après, il y en a un grand nombre, et je suis sûr que c'est pas le seul qui est intéressant. En tous les cas, c'est celui que je recommanderais. Trop bien, merci beaucoup, beaucoup Tom pour d'abord ces partages culturels, ces recommandations, mais aussi plus globalement pour cette heure. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on aurait pu rester encore vachement de temps pour passer encore plus de temps, notamment sur la partie méthodo. On a essayé de couvrir je dirais les bases, surtout pour vous donner suffisamment à voir sur non seulement la partie très théorique, mais aussi sur comment est-ce que ça se passe concrètement, enfin en tout cas si on parle d'application chez Deezer. J'espère que ça aurait été un combo qui vous a semblé pertinent, pour lequel du coup vous ressortez avec peut-être des pistes de réflexion. N'hésitez pas à nous les partager. Nous, ce qu'on va faire avec donc la Céline, c'est vous préparer un petit récap de tout ce qui aura été dit, des définitions à l'application chez Deezer, à la vision de Tom, tous ces partages, notamment sur la partie hard soft skills, toutes ces recommandations culturelles, les newsletters, etc. On vous condense tout. Merci beaucoup d'avoir été actif et active sur le chat, d'avoir posé plein de questions. C'était hyper agréable. Et écoutez, je vous dis à très très vite, j'espère. Et bon appétit tout le monde. Au revoir.